Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence organisée par le groupe Conditions animales de la France insoumise qui s'intitule Reconversion des éleveurs, un avenir en commun pour les humains et les autres animaux. Donc pour rappel, le groupe Conditions animales de la France insoumise est rattaché à l'espace programme donc de la France insoumise et nous sommes le groupe en charge de l'élaboration du programme sur cette thématique à chaque échéance électorale, et notamment auteur du livret thématique sur la condition animale, qui est valable donc pour chaque élection et qui vient compléter le programme, donc autant pour les élections européennes que législatives, etc. Donc nous organisons des actions où nous venons également en soutien à des actions et à des associations partout en France, donc en faveur des animaux. Et vous pouvez retrouver donc tout notre travail ainsi que celui de nos élus, députés, eurodéputés, élus locaux sur nos réseaux sociaux, donc groupe Conditions animales La France insoumise ou Animaux insoumis sur X, donc Twitter, sur Facebook, sur Instagram et sur Threads. Donc pourquoi cette conférence sur la reconversion des éleveurs ? D'abord, je rappelle brièvement que tous les rapports, toutes les études, que ce soit donc du GIEC à Solagro, en passant par la Cour des comptes, le scénario AFTER, etc., recommandent une diminution de la consommation de protéines d'origine animale, une diminution des cheptels et une consommation de protéines végétales plus élevée. Donc les conséquences sur l'environnement, mais aussi sur la santé, aujourd'hui, elles ne sont plus à démontrer. Et notre système économique, favorisant donc les fermes-usines et les élevages intensifs, met en difficulté les personnes qui travaillent dans ce secteur d'activité, qui sont souvent soumis à l'endettement, à une charge de travail considérable au détriment de leur vie familiale, de leur santé, avec rarement la possibilité de prendre des congés, de simples jours de repos, et pouvant mener malheureusement dramatiquement jusqu'au suicide. Donc à cela s'ajoute l'âge vieillissant des agriculteurs et des agricultrices, dont plus de la moitié partira à la retraite d'ici 5 à 10 ans. Et du côté des animaux, rappelons que les animaux d'élevage sont des êtres sentients. Donc la sentience, c'est un concept scientifique et qui désigne la capacité d'éprouver des choses subjectivement, d'avoir des expériences vécues. Ce qui leur arrive leur importe. Ils ressentent la peur, la joie, le plaisir et la douleur, exactement comme l'être humain. Rien qu'en France, c'est 3 millions d'animaux terrestres sentients qui sont abattus chaque jour dans les abattoirs et 200 000 animaux aquatiques d'élevage, sans compter du tout la pêche. Il est donc nécessaire à la fois de mettre fin à l'élevage intensif et de réduire drastiquement notre consommation de protéines d'origine animale. C'est ce que propose le programme de la France insoumise, avec notamment une réduction de 50% des produits d'origine animale. Pour y arriver, et loin des idées reçues et des clivages que l'on pourrait imaginer entre les intérêts des éleveurs et des éleveuses et les intérêts des animaux, nous souhaitons envisager des perspectives qui prennent en considération les intérêts de chacun et chacune. Et nous devons prévoir un accompagnement politique des éleveurs et des éleveuses qui souhaitent se reconvertir, afin qu'ils et elles puissent amorcer une transition qui leur permette de vivre mieux, que ce soit financièrement ou en termes de temps retrouvé pour elles et eux et avec leurs proches. Et ainsi diminuer également les souffrances et le nombre de victimes animales et permettre un avenir en commun entre les êtres humains et les autres animaux. Donc pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui à ma droite de Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214, Jean-Marc Charrière, ancien éleveur reconverti, antispéciste et auteur du livre qui est juste ici, Les vaches pleurent dans les coulisses des élevages. Et Anne Steinbach-Terrenoir, députée de la France insoumise. Donc je présenterai également le travail de deux associations qui travaillent concrètement sur le sujet de la reconversion des éleveurs et des éleveuses. L'association Coexister, fondée par Virginia Marcus, et l'association Transitera, fondée par Silver Dumazel. Et enfin, nous aurons un temps d'échange avec vous dans le public.
Donc, je vais de ce pas passer la parole à Brigitte Gauthier, qui va donc nous dresser un bilan, un constat de la situation actuelle, que ce soit pour les animaux, les éleveurs, et puis présenter quelques perspectives. Est-ce que là, ça fonctionne? Oui. Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver avec toute cette chaleur humaine, mais pas que, j'ai l'impression, encore que. Est-ce que cette chaleur n'est pas amenée par les êtres humains? Donc je vais voir, je vais essayer de poser un petit constat, effectivement, comme point de départ, mais tu en as déjà dit beaucoup. Mais déjà, de quoi parle-t-on? Là, on va parler de reconversion des éleveurs. En France, on a, alors d'après l'INSEE, 200 000 exploitations agricoles avec des animaux, 145 000 qui sont consacrés à l'élevage, d'après des chiffres que j'ai trouvés sur le ministère de l'Agriculture. Voilà de quoi on va parler, de ces personnes qui ont des exploitations avec des animaux aujourd'hui et des personnes qui en dépendent, qui y travaillent. On peut parler des ramasseurs de volailles, on peut parler aussi des ouvriers d'abattoirs, etc., etc. Enfin, ça représente un certain nombre de personnes. Il y a une majorité des éleveurs qui ont finalement peu d'animaux. Mais il y a une majorité des animaux qui sont en élevage intensif. On chiffre à peu près à 60% des animaux qui tiennent dans 3000 exploitations. Voilà, sur les 145 000 ou 200 000 qui existent. Sur le milliard d'animaux abattus chaque année, là je parle des animaux terrestres, donc les 3 millions par jour que tu mentionnais, tués en France, ça ne compte pas les importations. 80% n'ont jamais posé une patte dans un pré. C'est 80% des poulets, c'est 100% des lapins, c'est 95% des cochons, 97% des dindes, 94% des animaux des veaux de boucherie. Ce sont des chiffres qui sont assez loin de l'image d'Épinal qu'on peut avoir de l'élevage. Si vous fermez les yeux et que vous dites « Ah, c'est quoi un élevage ?» Généralement, on imagine une vache au milieu d'une prairie, sans doute avec son veau en plus, on l'imagine. On a vraiment une image assez faussée de ce que vivent la majorité des animaux. Chez les bovins y compris, il y a beaucoup de bovins qui sont aujourd'hui à l'intérieur, notamment dans les élevages laitiers. On avait réussi à empêcher la ferme des 1000 vaches dans la Somme, mais il y a des centres d'engraissement qui sont en fonctionnement avec plus d'animaux que ça déjà. Et sur les 1000 vaches, on était du coup aux côtés de la Confédération paysanne de Picardie Nature, et puis coordonné par Novicène, qui était l'association de riverains qui s'est montée dès les origines du projet. Et ça continue. La ferme des 1000 vaches, quand j'ai été appelée la première fois, c'était en fin 2011. Donc c'était il y a déjà un petit moment. Mais ça continue. Vous avez entendu parler pas loin d'ici de l'élevage de Perrin, dans la Drôme, qui veut passer de 30 000 poulets aujourd'hui, ce qui est déjà juste énorme, à 142 000 demain, qui veut sortir 1 million de poulets par an. En ce moment aussi, on parle de la ferme du Pré. Super nom, joliment évocateur, ferme du Pré. Donc c'est un élevage intensif de poules pondeuses, qui avait des poules pondeuses en cage, qui les a reconverties au sol. Et alors ils ont 320 000 poules par bâtiment. Et juste pour vous dire, au départ, par bâtiment, il y avait... Non, 320 000, c'est le nouveau projet. Ils ont 160 000 poules par bâtiment. Et auparavant, dans le même bâtiment, ils faisaient tenir 200 000 poules pondeuses en cage. C'est-à-dire que le fait d'être passé à cage à au sol, juste 40 000 de moins. Il y a comme un petit entourloupe quelque part. Les conditions d'élevage au sol, c'est toujours pas une patte dehors. Donc voilà, et ça c'est en cours, l'enquête publique vient de démarrer. Donc on voit qu'on va vers... oui, et l'objectif de la ferme du Pré, c'est de retourner à 1,2 million de poules pondeuses dans cet élevage, en permanence. 1,2 million, c'est sur 3 sites, c'est dans plusieurs bâtiments, je crois qu'ils en ont le projet d'en avoir 9.
mais ça reste, voilà, pour la poule individu, ça reste des conditions absolument ubuesques. Chaque cellule, il y a 10 000 animaux dedans, 10 000 poules. Les poules, pour ceux qui n'en connaissent pas, si vous n'en avez jamais croisé, ce sont des oiseaux arboricoles, donc ils vivent dans la jungle normalement. Leurs ancêtres, c'était des animaux de la jungle qui aiment se percher pour échapper aux prédateurs d'en bas et être sous du feuillage pour se protéger des prédateurs d'en haut. Donc voilà, est-ce qu'une vie en cage, et leur tribu, c'est quelques dizaines d'individus. Donc là, à 10 000, ça commence à faire un petit peu beaucoup, d'autant qu'au niveau de la densité, c'est super important. Bon, alors quel est le problème? Parce que finalement, ce serait des pommes de terre, peut-être on y verrait un petit peu moins d'inconvénients, encore qu'on pourrait s'interroger sur les conditions de culture, mais là, c'est des animaux. Et l'industrie de la viande, elle nous entretient des mythes, que les animaux, c'est fait pour ça. Que les animaux, ils n'ont pas de conscience, ou en tout cas, ils en ont un petit peu moins que nous. Voilà, donc c'est peut-être pas si grave, ils n'ont pas d'intelligence. Et puis surtout, c'est le bien-être animal. Le projet de la ferme du Pré, c'est pour le bien-être animal. Bon, on peut se poser la question 2 secondes. Enfin, évidemment, c'est des êtres doués de sensibilité. Évidemment, leur vie, elle peut se passer bien ou mal. Tous et toutes, on le sait. Et même du point de vue scientifique, les études scientifiques montrent évidemment les souffrances. Même en 2009, l'INRA s'était fendu d'un rapport, une expertise collective sur les animaux qui sont élevés pour la consommation alimentaire. En 2009, l'expertise douleurs animales, où il relevait un certain nombre de pratiques dans les élevages, dans les abattoirs, qui étaient source de souffrance très claire pour les animaux. Imaginez-vous, quand vous castrez des cochons à vif, ils éprouvent de la souffrance. Voilà, je pourrais en citer plein sur ce truc-là. Et sur la conscience, donc on va plus loin. C'est pas juste être doué de sensibilité, c'est aussi la question de la conscience. Et la conscience, il y a plusieurs études qui sortent les unes après les autres, mais qui sont tardives finalement. Par exemple, la déclaration de Cambridge de neuroscientifiques, elle date de 2012, où ils reconnaissaient les substrats de la conscience aussi pour, en tout cas, tous les vertébrés. Et puis, elle a été renforcée par celle de New York tout récemment, qui dit ouais, il y a aussi des invertébrés, céphalopodes, etc., les poissons qui sont aussi conscients. Donc on est différents des autres animaux, mais on est aussi très différents entre nous, mais aussi semblables. Donc sans doute à un moment il y avait une question de survie de l'humanité, enfin des êtres humains, au fait de consommer des animaux dans le passé. Effectivement, ou peut-être ailleurs dans le monde encore aujourd'hui, il y a des questions de survie qui se posent. Mais ici, non. Là, on va pas se mentir, on est plutôt sur un système de domination qui s'est ancré. Et puis, on est aux universités de la France insoumise. On peut parler de capitalisme. Capitalisme, la racine du capitalisme, c'est caput, c'est la tête de bétail. Voilà, le capitalisme, il se fonde sur l'exploitation des animaux. Voilà, et tout le monde y perd. Voilà, on ne se contente pas de tuer les animaux, ce qui serait déjà assez dramatique, mais en plus on les élève d'une façon où en tout cas on est certain qu'ils souffrent. Donc les animaux, on a dit tout le monde y perd. Les animaux, c'est 1 milliard chaque année et ça ne compte que les animaux terrestres. Animaux aquatiques, effectivement ceux en aquaculture. Et il y a ceux qui sont pêchés en plus grand nombre. On estime à peu près à 3 000 milliards le nombre d'animaux victimes des activités humaines dans le monde. Donc 3 000 milliards d'animaux aquatiques. Au niveau des animaux terrestres, autour de 70 milliards. Et la France prend bien sa part dans ce massacre. On peut parler de mutilation, de génétique, d'entassement. On a fait vraiment de la vie des autres animaux un enfer. Mais ce n'est pas seulement un enfer pour les autres animaux, c'est aussi un enfer pour beaucoup d'humains, des éleveurs qu'on peut rencontrer, alors qui nous rencontrent en disant « Chut, dites pas qu'on s'est rencontrés ». Si vous avez pu avoir l'occasion d'écouter ou de lire Nicolas Legendre, qui a écrit le livre « Silence dans les champs », il parle de la pression qui est mise sur les acteurs des systèmes agroalimentaires pour ne pas parler, pour ne pas témoigner. Alors qu'on le sait, ces personnes-là qualifient le système agricole aujourd'hui
avec les contrats d'intégration, avec les systèmes de coopératives, avec les banques, avec les syndicats, avec le pouvoir politique. Il parle d'esclavage moderne. Donc on va parler d'endettement, malgré des subventions qui sont quand même assez remarquables. Un éleveur bovin viande touche en moyenne, donc 100% des éleveurs bovins touchent, a priori, en France en tout cas, et ils touchent en moyenne 50 000 € par an pour tirer un revenu qui les maintient tout juste la tête hors de l'eau. On parle de main-lettres, tu l'as rappelé, qui peuvent conduire jusqu'au suicide. Alors souvent on dit oui, c'est les animalistes, c'est les gens qui luttent pour l'environnement, qui fait que y a une pression sur les éleveurs et tout ça. Mais, alors avant L214, malheureusement, c'était déjà le cas. Le monde agricole, il est en crise depuis au moins 40 ans, avec une industrialisation de l'élevage, avec effectivement un système qui a fait de eux des rouages d'un système bien huilé. On va citer quelques acteurs. Moi, je vais citer LDC. LDC, c'est le numéro 1 de la volaille en France, du poulet, issu d'élevage intensif, sous génétique à croissance ultra rapide. En 35 jours, vous avez un poulet de 2 kilos. Titre dans Réussir, revue agricole. Rappelons que les journaux agricoles professionnels appartiennent quasiment en totalité, en partie ou en majorité à la FNSEA. Le bénéfice annuel de LDC s'envole sur fond d'inflation, plus 35% entre 2022 et en 2023-2024. Un bénéfice net sur un an de 300 millions, une marge opérationnelle qui passe de 5,1 à 6%. Et en ce moment, LDC achète des élevages en Pologne. Charal, il cache ses comptes. Comme ça, c'est plus facile pour négocier. Voilà, négocier d'une part avec les supermarchés et d'autre part avec les éleveurs. Lactalis, 12 500 producteurs, 300 millions. Ils ont mis de côté pour faire face à un contentieux fiscal. Je sais pas, moi, si j'ai un contentieux fiscal, je pense que je provisionne pas 300 millions. Je ne sais pas qui provisionne ici 300 millions, mais je pense que c'est pas la majorité. Ils ont 30 milliards de chiffre d'affaires. On est en face de mastodontes. Et puis la Coperle, par exemple, et autres abattoirs qui profitent de salariés qui sont en situation de précarité. Il y a eu beaucoup de personnes sans papier aussi à la Coperle. Il y a eu une affaire qui est sortie il y a quelques années. L'abattoir de Blancafort aussi, sur laquelle justement tu t'étais rendu, où les personnes qu'on a pu rencontrer sur place nous ont dit, en fait, sur cet abattoir, on a eu 3 suicides en 6 mois, là, dernièrement. Donc voilà, des conditions épouvantables. Ramasseurs de volailles, c'est pareil. C'est l'exploitation des personnes les plus précaires. Donc surproduction, production intensive, production de masse, l'impact sur la santé générale, avec les zoonoses. On nous parle de grippe aviaire, de grippe porcine, d'antibiorésistance, 10 millions de morts d'ici 2050, en 2050 si on ne fait rien. L'impact sur l'environnement, les gaz à effet de serre, l'élevage, alors en fonction des chiffres, en France on serait à 19% à peu près dû aux activités d'élevage. Ammoniac, particules fines, les nitrates, les algues vertes. Voilà, on n'en fait pas des petites terrines d'apéro, des algues vertes. Et puis l'accaparement des ressources et l'impact ailleurs, la déforestation, les expropriations, les spoliations. La France est importatrice de soja du Brésil. La ferme du Pré, d'ailleurs, l'aliment dans le dossier public, là, c'est l'aliment. Ils font leur aliment sur place, avec du soja OGM. D'où vient-il ? On n'en produit pas en France. Et si on fait le ratio, en France, souvent on dit les mangeurs de soja, pour les personnes qui choisissent de ne plus consommer de produits d'origine animale. Et en fait, en consommant de la viande, en moyenne, en France, on consomme entre 50 et 60 kilos de soja par personne. Donc en réalité, ceux qui mangent le plus de soja, ce n'est pas les végétariens et les véganes. La France, elle importe aussi de la viande, majoritairement de l'UE, et donc on parle de mesures miroirs, mais quand ça vient de l'Union européenne, c'est pas si évident que ça de se dire on va mettre une mesure miroir. Les autres pays produisent de la même façon, les autres pays européens produisent de la même façon qu'en France, et même en France, notamment au niveau de l'élevage des poulets, on fait partie des pays qui mettent le plus de poulets par mètre carré. Voilà.
est corrélée à la consommation de masse, c'est notre environnement alimentaire. Aujourd'hui, on a l'illusion du choix, parce qu'il y a 10 marques de jambon, 10 formes de jambon différents, mais en réalité, on n'a pas le choix. Notre environnement alimentaire, notre environnement socio-culturel, notre environnement physique nous pousse à consommer des produits d'origine animale. Voilà, et c'est Mélanie Joy qui avait dit notre environnement, on nous fait penser que la viande c'est normal, c'est nécessaire, c'est naturel, et puis la viande c'est bon, et si on mange pas de viande, on va manger un petit peu fadasse. Donc tout ça, c'est un environnement qui est issu d'une culture, mais qui est aussi issu de renforcements qui sont faits par une industrie de la viande où les consommatrices et consommateurs sont des débouchés économiques, et peu importe d'ailleurs les conséquences sur leur propre santé. On peut parler de la prévalence de certaines maladies dites modernes. Et beaucoup consomment de la viande sans y faire attention. Quand on consomme du jambon, c'est pas de la viande, des lardons, c'est pas de la viande, du poulet, c'est pas de la viande, des nuggets, c'est pas de la viande, des cordons bleus, c'est pas de la viande, et alors les poissons... Alors, c'est pas des animaux, enfin bon, on n'arrive même pas à le percevoir. Pourtant, une majorité de personnes, et notamment les éleveurs, mais je pense que Jean-Marc en parlera bien mieux que moi, ont choisi d'aller sur des carrières avec les animaux parce que c'est la compagnie des animaux qui leur plaisait. Et puis ils se sont retrouvés enferrés dans un truc. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire fait par Cyril Dion, Animal, où il y a 2 témoignages, celui d'un éleveur de lapins qui dit à quel point il est pieds et poings liés dans le système, endetté, à ne pas pouvoir même s'exprimer librement. Et puis de l'autre côté, un éleveur de vaches qui laisse à peu près dans la pampa, c'est lui qui se déplace. Quand Bella et Vipula lui posent la question de « mais quand vos vaches partent à l'abattoir ?» parce qu'il parle de l'amour qu'il a pour ses vaches, en fait, il s'est mis à pleurer. Parce que lui, il veut bien vivre avec des animaux, mais voilà. Et pour en vivre, pour en survivre, il faut les vendre à l'abattoir. Sauf que ce n'est pas du tout son projet de vie. Alors, le projet de L214, c'est notre projet, ce serait de passer à moins 100%. On ne consomme plus aucun produit d'origine animale, on arrête de nuire aux animaux. On co-construit une société dans laquelle... les animaux humains et les non-humains vivent en bonne intelligence. Voilà, moins 100%. C'est marrant, j'ai fait la même intervention pendant le SPACE à Rennes, devant un parterre d'éleveurs. C'est pas tout à fait le même accueil. Voilà. Mais voilà, donc ça c'est notre position extrémiste, il manque des syllabes, extrêmement pacifiste. Voilà. Et on sait que notre société peut-être elle n'est pas prête aujourd'hui, mais ce qu'on propose c'est ce moins 50% dont tu as parlé, d'ici 2030, moins 50% d'animaux tués pour la consommation alimentaire française. Parce qu'il faut compter aussi les importations. On importe à peu près 50% des poulets par exemple qui sont consommés en France. Alors 64% des gens, quand on les interroge, quel que soit leur mouvance politique, quelle que soit leur proximité politique, sont OK pour 50% d'ici 2030 avec des politiques publiques qui sont costauds là-dessus. Et quand on pose la question de l'élevage intensif, des élevages qui ne laissent pas sortir les animaux à l'extérieur, on a 90%. Voilà, enfin, c'est des scores de dictature. Les gens ne veulent pas d'élevage qui ne laisse aucun accès à l'extérieur aux animaux. Donc développer cette société de coopération, ça semble important. Travailler la transition ensemble, la planifier avec les gens qui survivent aujourd'hui de l'exploitation des animaux, c'est possible et on peut commencer par l'élevage intensif, de par les malheurs que ça provoque pour tout le monde, pour les animaux en particulier. Accompagner les reconversions, et il y a des lueurs d'espoir aux Pays-Bas. Là, il y a encore 2 jours, un article de presse disait qu'il y avait des fonds qui étaient débloqués, approuvés par Bruxelles pour la transition. Eux, ils sont en train de lutter contre les émissions d'azote. Et donc, c'est sur cette considération-là qu'ils sont partis là-dessus. Ils ont 3 milliards sur la table pour faire ces reconversions. Je rappelle, la PAC en France, c'est 9 milliards d'euros par an qui arrivent. Donc 3 milliards pour les reconversions, c'est quand même pas mal. Et puis accompagner la transition, les conversions du milieu agricole, sans oublier les conversions alimentaires. Avec la consommation, on est encore à 84 kilos par an et par personne en France. 84 kilos, le double de la moyenne mondiale. Le double de ce qu'on consommait dans les années 50.
Donc voilà. Donc la transition alimentaire, ça passe aussi par ce qui se passe dans les supermarchés, dans les restaurants, les messages publics, la publicité, les promotions sur les produits, les professionnels de santé, les professionnels des métiers de l'agroalimentaire, de la santé, de la restauration. Voilà, on aurait vraiment tous à y gagner. Alors nous, comment on y participe? En fait, il y a quelques éleveurs qui viennent vers nous et nous, on peut les mettre en contact avec Transitera, avec Coexister, parce qu'ils viennent vers nous. Voilà. J'ai même eu il s'est présenté au téléphone en me disant « je suis un éleveur de pommes de terre ». Voilà. Mais dans les filières pommes de terre, on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes d'intégration, de coopératives, etc. Donc je lui ai dit que malheureusement, on n'allait pas pouvoir consacrer du temps là-dessus, mais c'est pour dire notre milieu agricole est effectivement en grande souffrance. Il y a beaucoup de choses à faire et on peut y arriver. Et je trouve que les associations qui accompagnent les éleveurs, nous on est le bad cop, on ne peut pas être le good cop en même temps. Et c'est super qu'il y ait des associations qui fassent de l'accompagnement, là où nous, on est peut-être un petit peu plus remuant, même si on peut accompagner aussi, hein, et de réussir à faire des transitions en ne laissant personne de côté et en allant vite. On a vraiment tous à y gagner. Merci. Merci Brigitte. Donc, je vais passer la parole maintenant à Jean-Marc. Donc, tu vas pouvoir nous parler de ton expérience personnelle, comment tu es devenu éleveur, comment et pourquoi tu as décidé de te reconvertir, éventuellement les freins que tu as pu rencontrer ou les aides, et voilà, si tu as d'autres expériences également d'éleveurs ou d'éleveuses autour de toi qui ont eu les mêmes expériences, voilà, nous les partager. Eh bien, merci. Je savais pas trop par où commencer en prenant la parole, et puis la question c'est pourquoi j'ai voulu devenir éleveur et pourquoi je suis sorti de l'élevage. La réponse elle est très simple, parce que j'aimais les animaux. Ouais, dans les deux cas. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai grandi dans la ferme de mon grand-père et c'était une ferme un peu atypique qui s'est professionnalisée sur le tard, et on avait pas mal d'animaux qui n'étaient pas exploités en fait sur cette ferme, et ce qui m'a permis d'entretenir des liens assez particuliers avec ces animaux, au même titre qu'on entretient des liens avec un chien ou un chat. Et ben moi j'avais des liens comme ça avec des vaches, des moutons et des chèvres. Donc j'ai pu voir quelque chose de différent que ce qu'on peut voir habituellement d'un animal dit de rente en fait. Donc à un moment j'ai choisi je voulais travailler au contact des animaux, donc j'ai choisi de faire une formation d'agriculteur. Et puis moi j'avais dans l'idée de faire du lait parce que même si je connaissais quand même la réalité de ce que ça implique, mais dans mon esprit, je voulais faire un peu mieux. Et puis je me disais, je vais garder mes vaches jusqu'à la fin de leur vie. Les veaux, je trouverai des solutions pour qu'il y en ait le moins possible qui aillent à l'abattoir. Enfin, j'avais plein d'idées comme ça. Et c'était d'une naïveté. Et quand je suis arrivé à l'école d'agriculture, j'ai compris dans la douleur ce que c'était un animal de rente pour un éleveur. On parle de l'amour des éleveurs pour leurs animaux, et puis c'est vrai que moi je remets pas en doute qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui ont envie de travailler au contact des animaux par affection, par amour, mais en fait il n'y a pas de place pour l'amour dans ce système. Ça n'existe pas. Tout est conditionné dans un élevage. Un animal, avant même d'être né, il est destiné à produire un produit X, du lait, de la viande, principalement, et donc la vie de cet animal, elle sera conditionnée par ça. C'est-à-dire que une vache laitière, en moyenne, elle fait 3 lactations. Donc elle sera inséminée à l'âge de 18 mois à peu près. Elle sera inséminée pour avoir son premier veau autour des 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ensuite, elle est réinséminée à chaque fois. Donc elle produit du lait, elle est en lactation 330 jours en moyenne par année, tout en étant gestante. Et ensuite, elle fait entre 3 et 4 lactations, et puis elle part à l'abattoir pendant qu'elle a encore une valeur sur le marché de la viande. Parce que c'est un équilibre en fait assez délicat de maintenir un haut niveau
de production chez une vache, tout en essayant d'en tirer le maximum à la fin de sa vie. Une vache laitière, elle est toujours dans un équilibre et qui est très fragile. Il ne faut pas grand-chose pour qu'une vache parte à la réforme. Ce qu'on appelle la réforme, c'est elle va à l'abattoir. Encore un euphémisme hein, pour justifier un petit peu le sort de l'animal. Et il y a énormément de raisons pour lesquelles une vache peut franchir cette ligne rouge. Et puis là, il n'y a pas de sentiment. Il y a pas, voilà, un éleveur ne réfléchit pas. Et ça, je peux vous dire que quand j'ai commencé à dire que je voulais garder mes vaches jusqu'à la fin de leur vie, quand j'étais à l'école d'agriculture, eh ben, j'ai passé pour un gros débile, hein. Mais littéralement. Hein. Et voilà, donc j'ai dû me conformer un peu au système, il fallait faire un peu des compromis. Et puis à un moment donné, je suis parti de la France, je suis retourné en Suisse parce que je suis d'origine suisse et j'idéalisais un peu le système, j'idéalisais le système suisse. Alors, je vais pas faire aujourd'hui, je vais pas vous parler de l'élevage industriel. Je pense qu'il y a plus beaucoup de gens pour défendre l'élevage industriel. Mais ce que j'ai vu dans ce que j'appelle les élevages carte postale, c'est l'image d'Épinal, c'est la vache qui est au pré, etc. Et ben, la logique, c'est la même. La logique ne diffère pas. C'est exactement pareil. Et c'est dans ces élevages-là que j'ai aussi vu, enfin dans les autres aussi, parce que j'ai eu l'occasion de travailler, de voir un nombre assez important de types d'élevage dans ma carrière, si je puis dire ça ainsi. Et j'ai vu des choses assez similaires. Hein. Par exemple, dans l'élevage laitier, il y a l'écornage des bovins. À l'époque, on écornait les bovins. Donc pour écorner, il faut leur appliquer un fer brûlant sur le cornillon, donc la naissance de la corne. On écornait sans anesthésie et sans même d'anesthésie locale. Et ça n'effleurait pas les esprits de le faire. Et je me suis retrouvé donc au lycée agricole où un atelier, c'était ça. On apprenait à écorner les veaux. Et voilà, moi j'ai refusé de le faire parce que voilà, on voyait bien que ces animaux, c'était littéralement de la torture. Mais ça faisait pas réagir grand monde. Hein. Pour les gens, c'était normal. Et puis voilà, il n'y avait pas réellement d'empathie pour ces veaux. Et des choses comme ça, j'en ai vu des tonnes, hein, que ce soit les manipulations des bovins pour les charger, pour quand il y a des soins à faire, quand il faut les mettre dans une cage de contention, quand il faut conditionner une vache pour la traire. Parce qu'on dit souvent, ouais, bah, les vaches, quand c'est l'heure, elles viennent. Oui, elles viennent. Oui. Ça, c'est vrai, pas toujours, mais elles viennent. Mais il faut bien comprendre que c'est un conditionnement, une primipare, donc une génisse qui a son premier veau, elle ne se laisse pas traire. C'est tout un conditionnement et c'est même souvent un conditionnement qui se fait de manière assez brutale. Hein. On a toutes sortes de techniques et d'appareils pour les entraver, pour les empêcher de mettre des coups de patte et en fait, d'enlever la machine à traire, enfin, le faisceau de traite qui est sur les mamelles. Donc ça, c'est un conditionnement qui prend plus ou moins longtemps en fonction de l'animal et aussi je dirais, de l'état de sa mamelle, parce que voilà, c'est des vaches à haut potentiel de rendement quand elles mettent bas, ont souvent des œdèmes très douloureux aux mamelles, parce qu'elles ont des quantités de lait qui sont pas naturelles, dans le sens où ça permet de nourrir beaucoup plus qu'un seul veau, puisqu'en règle générale, elles ont un veau, voire rarement deux. On a des vaches à haut potentiel de rendement qui peuvent produire 10 000 kilos de lait par lactation, donc sur 330 jours, faites le calcul. Alors c'est pas linéaire, hein, la production elle augmente, puis après elle diminue petit à petit au fil de la lactation. Mais pour dire que c'est des quantités de lait assez importantes, le record est de 20 000 kilos d'une vache israélienne, 20 000 kilos en une lactation, je sais pas, c'est énorme. Ce qui génère tout plein de problèmes métaboliques, des problèmes de pattes, des problèmes de mamelles justement, des mamelles douloureuses, mais aussi des mamelles qui sont plus sensibles aux mammites et qui génèrent des problèmes qui peuvent aussi amener une vache à la réforme. Par exemple, une vache qui devient trop sensible aux mammites et qui a un taux de cellules trop important dans le lait,
le lait qui est payé à la qualité. Donc il y a plusieurs critères, dont le taux de protéines dans le lait, le taux butyrique et le taux cellulaire. Et quand ce taux cellulaire est trop important, souvent on la garde pas parce que c'est un lait qui est de moins bonne qualité, donc il sera moins bien rémunéré. Tout ça pour dire que le quotidien de ces vaches laitières, que ce soit dans un élevage où elles ne voient pas le soleil, ou dans un élevage où elles vont à l'alpage, en tout cas en été, et puis cet élevage, l'image qu'on aime bien un petit peu entretenir dans le marketing, je dirais, ces vaches, c'est une vie de souffrance. Et puis je parle pas de la séparation des veaux, on a des vaches surtout les jeunes vaches qui appellent leurs veaux pendant des jours. Hein. J'ai été témoin, il y avait une fameuse vidéo qui avait été diffusée, mais je crois par L214, où on voit une vache qui poursuit la camionnette où il y a son veau dedans. Et puis je me rappelle avoir vu des commentaires qui disaient non mais ça c'est monté, que ça se passe pas toujours comme ça, etc. Mais moi ça je l'ai vu, je peux témoigner de ça plusieurs fois, où dans une situation assez similaire, l'attachement des vaches à leur veau et inversement, il est évident. Et ça, quiconque observe un peu ces animaux pour ce qu'ils sont, on parlait de la conscience. Ça fait aucun doute que ces animaux ont une conscience. Moi, j'ai créé des amitiés avec des vaches, avec des cochons, des chefs, avec tous les animaux de la ferme. Et ça fait aucun doute que ces animaux ont une conscience. D'ailleurs, je percevais la peur des vaches en regardant leurs yeux. Et j'ai lu récemment une étude éthologique qui démontre effectivement que le niveau de stress et de peur est proportionnel au blanc, ce qu'on peut percevoir du blanc de l'œil de l'animal. Et ça, je l'ai vu sans faire... quiconque observe un animal peut le voir sans faire une étude scientifique. Donc, c'est un milieu qui est rude, ça a été dit. Hein. D'ailleurs, ça m'amuse quand on dit que c'est la pression des animalistes qui rendent le métier rude. Alors ça, c'est des conneries. Hein. Je peux vous dire, c'est des grosses conneries. À l'époque, moi, les animalistes n'étaient pas encore sortis du bois et c'était la même chose. Hein. Moi, j'ai des amis qui ont fini dans l'alcool, les suicides. J'ai aussi des connaissances qui se sont suicidés. C'est un métier qui est à haut risque par rapport à ça. J'ai aussi été personnellement en souffrance aussi dans ma ferme du fait de devoir mettre des veaux à l'abattoir. Donc moi, la particularité, c'est que j'utilisais le lait de mes vaches pour engraisser des veaux de lait, dits de lait. Donc c'est des veaux qui sont élevés d'une façon à ce que la chair soit rosée et qui se nourrissent que de lait. Et le premier veau que j'ai de mon atelier, c'est-à-dire parce que moi j'exploitais la ferme de mon grand-père et donc j'ai mis en place cet élevage et donc le premier veau qui était sous ma responsabilité que j'ai dû mettre à l'abattoir, ça a été un drame parce que je l'avais élevé comme j'avais l'habitude de me comporter avec les animaux et ça a été vraiment un événement marquant, le moment où il a fallu le charger dans la bétaillère, où le veau me suit, il me fait confiance, hein, il me suit tranquille, il monte dans la bétaillère, je le laisse. Et au moment de remonter la rampe, je croise le regard de ce veau qui panique et qui veut me suivre pour sortir, mais qui ne veut pas rester et c'est le dernier regard que j'ai de ce veau. Et ça a été un événement marquant qui m'a obligé à me couper de mes émotions et de plus m'attacher à ces animaux, ce qui a rendu mon travail complètement inintéressant. Et de fil en aiguille, il y a eu un moment, c'était trop, je pouvais plus tolérer le fait de trahir ces animaux, de les destiner à la mort. Et sans compter tout ce que je voyais aussi dans d'autres exploitations. Je travaillais aussi en parallèle dans une autre exploitation où j'ai vu l'élevage de cochons sur caillebotis, l'innommable. J'ai été témoin de ce que c'est ce genre d'élevage.
Et il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur de ça. Et puis, ce qui a été dit aussi, c'est que le système en fait prend au piège les agriculteurs. Et en fait, il y a une espèce de mentalité ou de culture, je ne sais pas comment le nommer. C'est comme si l'élevage était immuable, c'est comme si c'était quelque chose qui était, dont on ne pouvait pas se passer. Il faut bien produire de la nourriture, alors qu'on sait qu'on produit plus de nourriture en produisant des végétaux qu'en élevant des animaux à qui on a donné ces végétaux. En fait, l'élevage, c'est plus un gaspillage alimentaire que vraiment de la production à proprement parler. En fait, c'est une production pour répondre à... je sais pas si c'est pas un besoin en tout cas vital, parce qu'on peut très bien se passer de produits d'origine animale. J'en suis un bon exemple. Même si je suis un peu l'antithèse du vegan animaliste. Enfin bref. Et le système est ainsi fait que on fait penser aux gens que que c'est nécessaire l'élevage est nécessaire pour nourrir la population, alors qu'au contraire, on produit moins en élevant des animaux. Mais il y a ce truc où on dit ouais, les animaux sont faits pour ça. Alors qu'en fait, ces animaux, de quel droit on se permet de dire qu'ils sont faits pour ça? Une vache de race... Enfin, de n'importe quelle race, en fait. C'est les ancêtres de l'auroch qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'était leur ancêtre originel, en fait. C'est des animaux qui ont été sélectionnés génétiquement pour produire un produit X et qui, pour la plupart, enfin pour beaucoup, sauraient même pas se débrouiller dans la nature tout seuls. Et on nous fait croire que ça, c'est normal, c'est cet animal qu'on a créé, que l'humain a créé à travers la sélection génétique, que c'est normal qu'il est destiné à une mort prématurée, parce que c'est ça, la vie d'un animal d'élevage. Hein. Une vache, ça peut vivre jusqu'à 25 ans, à peu près. Et en moyenne, dans l'industrie laitière, une vache vit jusqu'à 6-7 ans. Un taurillon vit jusqu'à 18 mois, un veau de lait vit jusqu'à 6 mois, un cochon vit jusqu'à 6 mois, alors qu'il peut vivre 20 ans. Une poule pondeuse vit 18 mois, alors qu'elle peut vivre 10 ans. Voilà, c'est ça la réalité des animaux d'élevage. Et derrière, je pense qu'il y a aussi une culture alimentaire. Enfin, il y a quelque chose autour de l'alimentation et qui est tenu par des gros groupes. Ce qui a été dit, hein, Lactalis, qui est un des plus gros groupes agroalimentaires mondial, j'en passe. Et ces gens-là, en fait, ils n'ont pas intérêt à ce que ça change. Et l'élevage paysan, comme on le dit des fois, donc les petits élevages familiaux, ils n'ont pas intérêt non plus à ce que ça change. Ils ont la main mise sur le monde agricole. Et c'est très juste, hein, l'endettement, c'est quelque chose de catastrophique. Moi, j'ai eu la chance parce que j'ai juste pas mis le doigt dans l'engrenage. Comme j'étais pas propriétaire du foncier qui appartenait à ma famille, j'ai pu sortir facilement. Ça n'a pas été simple, mais j'ai pu sortir en sortant financièrement. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est une horreur. Pour vous dire, moi j'avais déjà le projet, tout était ficelé au niveau comptable, etc. J'avais un taux d'endettement qui fait peur. Je crois que j'étais à 150% d'endettement pour pouvoir m'installer, et c'était la norme, hein, c'était rien de très choquant. Alors normalement, un particulier il peut s'endetter qu'à 33%. Hein. Une exploitation aujourd'hui, une exploitation agricole, je dirais en Europe, je pense au sens large, en tout cas en France et en Suisse, si vous coupez les subventions, il n'y a plus d'agriculture. Et je pense que c'est valable pour toute l'Europe. S'il n'y a pas de subvention, il n'y a plus d'agriculture. L'agriculture est en ruine. Les subventions permettent tout juste de maintenir la tête hors de l'eau, comme ça a été dit. Ça, je peux le confirmer. On ne gagne pas, on ne gagne pas sa vie, en tout cas pas raisonnablement et décemment en faisant de l'élevage. Moi-même, j'étais déficitaire sur mon exploitation. Et ça génère... c'est un système qui va à l'envers du bon sens. Si vous produisez n'importe quoi et puis que vous ne pouvez pas vous rémunérer et rentrer dans vos frais, votre entreprise fait faillite. Dans l'agriculture,
quasiment l'entier des fermes sont en faillite en fait, d'un point de vue comptable. Et c'est un système qui est maintenu, voilà, au sens large, les banques, les industries agroalimentaires, etc. Donc pour revenir un petit peu à mon parcours, d'accord. Ça a été quand même compliqué de sortir, hein. Il y a quand même beaucoup de pression, il y a beaucoup de la pression familiale parce que c'est quelque chose voilà, d'un peu... il y a cette comment on dit, perpétuation, hein, de père en fils, etc. Il y a des choses comme ça, il y a tout l'entourage, enfin, le système met la pression pour maintenir là-dedans. Donc ça a été assez difficile quand même de sortir de ça. J'ai pu ensuite, après avoir pratiqué quelques j'ai travaillé chez LDC d'ailleurs, 3 mois. Finalement, j'ai fait une formation d'éducateur pour passer la page, et puis je suis revenu à mes idéaux d'enfant et c'est pour ça que je suis devenu militant animaliste et qu'aujourd'hui je défends le droit fondamental des animaux à vivre. Voilà, je vais conclure là parce que je pourrais parler encore. Merci beaucoup Jean-Marc. Donc, je pense qu'effectivement, ton témoignage est très intéressant et ça serait vraiment intéressant de l'écouter beaucoup plus longtemps. Pour ça, je vous invite à lire son livre et à l'acheter, qui est juste ici parce que vraiment, il est passionnant. Vous avez toute son expérience, que ce soit à l'école d'agriculture, son expérience dans l'élevage, il y a de l'éthologie, enfin voilà, il y a un peu de tout. Et c'est très émouvant aussi. Et voilà, on se rend compte de beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin que ce témoignage, ben, voilà, n'hésitez pas à la fin à venir le voir et à acheter son livre. Voilà pour la petite parenthèse. Donc je vais vous présenter très rapidement le travail de 2 associations qui travaillent donc sur l'accompagnement des éleveurs et des éleveuses qui souhaitent se reconvertir. Donc d'abord l'association Coexister, qui a été fondée en 2021 par Virginia Marcus en Suisse et qui est composée à la fois d'un sanctuaire pour animaux et d'un volet sur l'accompagnement des éleveurs et des éleveuses, avec des expériences réussies en Suisse et puis plus récemment en France également. Le travail de cette association est plutôt axé sur l'accompagnement des petits éleveurs, donc paysans, qui, pour des raisons morales principalement, ne souhaitent plus tuer leurs animaux, comme Jean-Marc, et qui souhaitent vivre mieux d'un point de vue à la fois matériel et puis en termes de temps retrouvé, etc. Donc on y reviendra dans quelques instants. Et la seconde association, c'est l'association Transitera, qui a été fondée en 2022 par Silver Dumazel en France et qui aide à la transition ou à la transmission vers des productions végétales. Donc l'association Transitera, elle est plutôt orientée vers l'élevage intensif et vers la conversion des bâtiments fermés, parce que souvent c'est un problème, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire des bâtiments fermés, on ne va pas pouvoir faire de la plantation à la place. Et bien là, c'est plutôt pour développer des productions de champignons, de chanvre ou de micro-pousses qui sont particulièrement adaptées à la culture en bâtiment. Donc ils proposent des solutions de restructuration. Donc ils ont mené un travail prévisionnel sur les coûts de restructuration et les bénéfices qui peuvent être attendus par éleveur et par éleveuse, donc en fonction de la surface du bâtiment, de ses caractéristiques, au niveau de l'isolation, l'éclairage, les caillebotis, le sol ajouré, etc. Donc pour pouvoir convertir le bâtiment. Et dans le cadre d'une transition vers la production de champignons, par exemple, on va se demander de quoi on a besoin en termes de luminosité, en termes d'humidité, de CO2, les étagères pour mettre les champignons, etc. Et donc, tout est calculé au niveau des coûts et des bénéfices pour aider à la transition. Donc, les résultats de cette étude, ils seront disponibles très prochainement sur leur site internet. Et le but, c'est de donner aux éleveurs la capacité de transitionner dans de bonnes conditions. Il propose aussi des solutions de diversification. Et donc, dans ce cadre-là, ce n'est pas une transition totale et une reconversion totale, mais ça a quand même un impact positif quand même, que ce soit économique, écologique ou en termes de diminution des souffrances des animaux.
Et ils aident donc les éleveurs à se diversifier et à aller vers des productions végétales alternatives. Pour des exemples de cas qu'ils aident actuellement ou qu'ils ont pu aider, ils aident principalement des éleveurs actifs qui ne veulent pas vendre, dans le cas des transitions, hein, c'est principalement des éleveurs actifs qui ne veulent pas vendre, mais qui veulent avoir plus de revenus et plus de temps libre. Par exemple, ils ont aidé une éleveuse en Bretagne qui avait un élevage laitier et qui est passée sur de l'agrotourisme, donc l'association les a aidés pour toute la partie commerciale. Un autre exemple, un éleveur dans le Val d'Oise qui a stoppé son élevage laitier et qui s'est redirigé vers une pension pour chevaux notamment à la retraite. Et dans ces cas-là, l'objectif, c'est de pouvoir réutiliser les capitaux qui ont déjà été investis, soit dans les étables ou dans les prêts, pour capitaliser un revenu intéressant et gagner en temps libre pour eux-mêmes. D'autres aides sont les aides à la transmission, où là, le but est d'aider à transmettre les bâtiments à quelqu'un qui voudrait s'installer pour des productions végétales alternatives, comme on l'a dit tout à l'heure, comme les micro-pousses ou les champignons, etc. Et c'est un travail donc, de mise en relation de porteurs de projets avec des éleveurs intensifs qui veulent transmettre leurs bâtiments. Pour tout ça, donc, ils ont quand même identifié des freins à la transition. Il y a notamment une étude qui a été produite et qui est sortie en 2024 sur les freins et les politiques publiques qui pourraient pallier à ces freins. Donc, au niveau des freins, il y a le frein psychologique avec une aversion au risque, les freins économiques évidemment, avec des éleveurs déjà endettés qui ont peu d'accès au capital, à l'emprunt, qui ont du mal à investir, qui dégagent peu de revenus, etc. Des freins opérationnels, savoir quoi faire des animaux, comment les placer dans des sanctuaires, etc. Et des freins sur les verrous technologiques, l'utilisation des bâtiments qui sont spécialisés quelquefois dans une seule spécialité. Donc ils ont identifié 5 mesures principales pour pallier à cela. D'abord, introduire des formations initiales dans les formations initiales et continues les risques liés à l'élevage intensif, que ce soit des risques sociétaux et économiques, comme le coût de l'énergie, de l'alimentation animale, l'adaptation au changement climatique, qui a aussi un impact là-dessus, des risques de politique publique avec des modifications de la législation, par exemple un éleveur en cage, si effectivement il y a la fin de l'élevage en cage, c'est important qu'il soit formé dès le début sur le risque que cela peut engendrer financièrement pour lui. Les opportunités économiques liées à la production de certains végétaux, liées ou non à la production de tout ce qui peut être nouvelles protéines végétales. Ensuite, une autre mesure, des primes de compensation pour les transitions agricoles, des programmes de soutien financier pour les transmissions, pour soutenir notamment les nouveaux agriculteurs et nouvelles agricultrices porteurs de projets qui rachèteraient les élevages pour les transformer en production végétale. Également, offrir des emprunts à taux faible ou taux zéro aux éleveurs et aux éleveuses qui veulent transitionner. Et enfin, financer des études indépendantes, donc financer la recherche sur l'aide à la transition. Donc voilà le travail donc, de l'association Transitera. Et pour le travail de l'association Coexister, alors ce n'était pas prévu sur le programme, mais il s'avère que dans le public, nous avons donc Astrid Prévost qui est présente, qui travaille à l'association Coexister et qui est en charge du développement des partenariats et de la levée de fonds de l'association. Donc plutôt que ce soit moi qui présente l'association où elle travaille, voilà, on va lui laisser la parole 5 minutes. Merci beaucoup. Si vous permettez, je vais juste me servir à boire avant de commencer à parler. Merci beaucoup Galia et du coup je suis ravie d'être ici pour présenter l'association. Donc Coexister, c'est comme tu disais une association qui a été créée par Virginia Marcus en Suisse et désormais nous avons 2 branches, une branche suisse et une branche française.
La vision que porte Coexister, c'est la coexistence interespèces entre les humains et les autres animaux. La mission qu'on porte en rapport avec cette vision, c'est de mettre en pratique cette coexistence interespèces. Puisque, comme on disait un petit peu plus tôt, les espèces d'animaux dits de rente, ce sont des animaux qu'on connaît quasiment uniquement à travers le prisme de la production et de l'alimentation, mais qu'on connaît très peu au final en tant qu'animaux et en tant qu'individus. Donc nous, on s'est vraiment posé la question de comment faire pour apprendre à connaître ces animaux, apprendre à cohabiter avec eux. Dans ce cadre, on a plusieurs axes d'action. La première chose, c'est qu'en 2018, quand l'association a été fondée, très rapidement, on a mis en place un sanctuaire pour animaux rescapés de boucherie. Et donc ce sanctuaire, il permet d'accueillir actuellement une quarantaine d'animaux donc dits de rente. Principalement, on a des gros animaux, donc des cochons, des bovins et des moutons. Et ça en fait également un lieu éducatif, puisqu'on met en place des événements et des formations pour les personnes pour apprendre à coexister avec ces animaux, et également pour former notamment des vétérinaires, des élèves vétérinaires qui autrement ne connaissent quasiment pas ces animaux, mis à part pour la production de viande et de lait. Et ce qui a débouché un petit peu de ces deux axes, à la fois du côté sanctuaire et du côté éducatif, c'est l'accompagnement à la reconversion des éleveurs et des éleveuses. Ça s'est fait de façon un petit peu organique. Alors d'abord, il y a eu un groupe de travail qui a été formé et dont Jean-Marc a fait partie pour essayer de mener une réflexion sur la reconversion des éleveurs et des éleveuses. Et à partir du moment où, en 2021, un premier couple d'éleveurs et d'éleveuses ont toqué à la porte de Coexister pour une aide à la reconversion, à partir de là, tout s'est débloqué et ça a fait un peu un effet boule de neige, puisque eux déjà sont allés très vite, ils étaient prêts, on va dire, à se lancer dans cette reconversion. Et donc non seulement c'est allé assez vite au niveau de leur projet de reconversion, mais en plus Stéphane, donc le mari du couple, lui était très très favorable au fait d'en parler publiquement. Il avait vraiment envie de partager son expérience et de dire à quel point ça lui avait changé la vie de se reconvertir. Et donc, étant donné qu'il en a parlé notamment dans les médias, forcément ça a fait effet boule de neige, et donc il y a d'autres personnes qui sont venues nous solliciter par la suite. Nos trois axes d'action sont très complémentaires aussi, et c'est vrai que par rapport à ça, on est aussi en complémentarité avec Transitera, dans le sens où donc Transitera, c'est plus le côté bâtiment, le côté écologique, économique. Nous, c'est vraiment sur le côté éthique, et c'est pour la raison éthique que les éleveurs et les éleveuses viennent nous solliciter. Et le sanctuaire, par rapport à ça, c'est vraiment la base de nos actions, dans le sens où, étant donné que ça fait 5 ans que Virginia vit avec des animaux H24, qu'elle gère le quotidien, la logistique. En fait, elle a une vie d'éleveuse, quasiment, sauf que ce n'est pas avec la même finalité. Et là, elle est même en train de passer ses qualifications d'agricultrice. Donc, en fait, les éleveurs et les éleveuses qui viennent nous solliciter savent qu'on n'est pas du tout hors sol. On sait de quoi on parle le même langage, on comprend leurs difficultés. Et même si on n'a pas la même finalité d'envoyer les animaux à l'abattoir, on sait comment ça se passe. Le sanctuaire, ça permet également aux éleveurs et aux éleveuses de venir expérimenter sur le terrain une réalité complètement différente avec les animaux. Quand ils viennent au sanctuaire pour une première visite et pour un premier contact, le fait de pouvoir s'allonger à côté de vaches, de cochons, etc., et qu'il n'y ait pas justement ce rapport d'exploitation avec l'animal, pour certains, ça crée un déclic et ça permet de se rendre compte qu'on peut fonctionner justement différemment avec ces animaux-là. Moi, j'ai en tête une discussion qui avait eu lieu lorsque j'étais présente sur le sanctuaire, un couple d'éleveurs qui était en cours de reconversion à ce moment-là, qui, eux, donc, élevaient des vaches et qui ont demandé à Virginia, mais je ne sais plus pour quelle opération, est-ce que tu n'as pas peur que les vaches te chargent ? Et elle disait, mais non, en fait, les vaches, là, elles sont libres, elles n'ont pas de contraintes, donc elles n'ont pas de raison de me charger. Et rien une petite discussion comme ça permet de switcher un petit peu la vision qu'on peut avoir de l'animal et la peur aussi des fois qu'on peut avoir de l'animal, parce qu'effectivement une vache qui pèse 800 kg, si elle charge, c'est quand même pas rien. Mais voilà, on se rend compte que quand les animaux sont libres de leurs mouvements, qui sont pas sous contrainte, comme parlait Jean-Marc tout à l'heure, par exemple des jeunes génisses qui valent pour la première fois, à qui on retire le veau, où là effectivement ça peut être dangereux, si on leur impose pas ces choses-là, le rapport change complètement. Virginia Marcus, également, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a une formation d'éducatrice sociale.
Et donc, dans cet accompagnement à la reconversion des éleveurs et des éleveuses, c'est un volet qui est très important parce que ça permet justement de pouvoir faire le lien avec tout le côté psychosocial de cette reconversion. Parce que pour ces éleveurs et ces éleveuses qui viennent nous solliciter, évidemment, c'est un énorme pas à passer. Et les principaux freins, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais voilà, il y a beaucoup de freins qui sont psychologiques et qui sont sociaux parce que vouloir sortir de l'élevage, ça peut vouloir dire se couper de sa famille, se couper de ses amis. Donc voilà, cette formation d'éducatrice, ça permet ça, donc de gérer ce côté psychologique. Et okay. je vais accélérer et voilà, de faire s'il faut des médiations aussi avec les familles. Le fonctionnement, donc nous, on fonctionne uniquement sur sollicitation des éleveurs et des éleveuses eux-mêmes et elles-mêmes. On ne va pas toquer à la porte des gens pour leur dire « Bonjour monsieur, bonjour madame, reconvertissez-vous s'il vous plaît ». C'est justement, on a la chance que Virginia soit assez bien médiatisée en Suisse, que Stéphane donc, lui-même ait été médiatisé au niveau de sa reconversion. Donc ce sont les personnes elles-mêmes qui viennent nous solliciter. Soit pour entamer directement une reconversion, soit pour juste prendre un premier contact et prendre des informations. Cependant, on commence à collaborer également avec des institutions. Là, on va entamer une collaboration en octobre avec le service vétérinaire du canton de Vaud. Donc c'est un canton suisse. Et l'idée, c'est de pouvoir que le canton puisse diriger vers nous des éleveurs et des éleveuses qui seraient en difficulté, notamment lorsqu'il y a des cas de négligence sur les animaux, que plutôt que de juste laisser l'éleveur en détresse en lui retirant ses animaux, que l'éleveur puisse être redirigé vers nous pour qu'on l'aide à monter un nouveau projet. Et voilà, ce qui peut éviter des drames, des suicides ou autres. Donc nous, notre fonctionnement, c'est que je parlais du soutien moral, on fait un soutien logistique, financier, s'il y a besoin, sachant que ce qu'on vise, c'est dans tous les cas l'autonomie de la personne. L'idée, c'est pas de mettre la personne sous perfusion financière comme c'est le cas avec les subventions. Ce qu'on vise, c'est vraiment que la personne monte son projet avec notre accompagnement, mais que assez rapidement, la personne devienne autonome avec son propre projet. On n'a pas de modèle prédéfini pour une personne, donc on fait vraiment en fonction des besoins de chaque éleveur et éleveuse, en fonction de ses envies d'abord, en fonction de ses possibilités logistiques, financières. Forcément, s'il y a de l'endettement, ça ne va pas être forcément le même projet, la même chose que pour quelqu'un qui n'est pas endetté. Mais par contre, on ne dit pas à la personne, toi, tu as été éleveur de bovins, donc tu feras ci, et toi, tu as été éleveur de cochons, donc tu feras ça. On voit vraiment ce qui est possible, ce qui est faisable et ce qui est réalisable. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on crée un nouveau modèle économique, quelque part, puisque donc notre accompagnement, il comprend aussi la mise en lien avec des partenaires. Et je vais citer notamment New Roots, qui est une marque de fromages végétaux. Et donc New Roots, déjà, nous soutient financièrement depuis le début, depuis la création du sanctuaire. Et maintenant, ce qu'ils font également, c'est que ils commandent leurs matières premières, une partie de leurs matières premières, chez des éleveurs reconvertis. Notamment en Suisse allemande, il y a beaucoup plus d'éleveurs reconvertis que du côté français, francophone. Il y a plus de 140 éleveurs et éleveuses qui se sont déjà reconvertis depuis 2018 en Suisse allemande. Et donc, il y en a beaucoup qui sont restés dans le milieu agricole, qui font pousser des légumineuses, notamment des pois chiches et du lupin. Et donc, New Roots va se fournir en pois chiches et en lupin pour faire ses fromages auprès de ses anciens éleveurs et éleveuses. Stéphane, dont je vous parlais tout à l'heure, est devenu boulanger-pâtissier 100% végétal. Et donc lui, dans le sens inverse, c'est lui qui se fournit chez New Roots. Donc en fait, ça crée un espèce de cercle vertueux économique comme ça, de solidarité quelque part, et ça crée toute une nouvelle économie. Je vais conclure, je vais arrêter là. En gros, au niveau de la France, très rapidement, là, on a lancé la branche française en 2024, donc c'est encore tout nouveau. On a déjà une éleveuse qui est en cours de reconversion. C'est documenté sur Vaquita, donc vous pouvez regarder le reportage. Au niveau de la France, on est en train de chercher des nouveaux partenariats auprès des chambres d'agriculture. On a eu 2 réponses positives, donc deux possibilités. Et on est en train de développer également des partenariats avec des entreprises comme New Roots. Donc si vous en connaissez, on est également très preneuse. Désolée d'avoir dépassé. Merci.
Merci beaucoup Astrid pour cette intervention du coup au pied levé. Du coup on a un peu juste sur le temps, donc je vais très vite passer la parole à Anne qui va faire le lien entre tout ça et puis le programme de la France Insoumise. Je ne sais pas si on aura vraiment le temps pour des questions derrière, peut-être une à deux max, mais c'est pas sûr, donc on verra après l'intervention de Anne. Bonjour à toutes et à tous, bon, ravie d'être avec vous. Du coup, je vais essayer de faire plus vite, mais ravi de participer à cette table ronde. La question de la reconversion des éleveurs, pour nous, en fait, elle s'insère vraiment dans un plan global. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est dans le cadre de notre planification écologique. Alors quand je parle de planification écologique, attention, je ne parle pas de l'ERSAT, qui a essayé de nous pondre Emmanuel Macron, parce que vous savez que ça fait 2 ans à peu près qu'il a repris nos mots, mais qu'il les a complètement vidés de sens. Il a juste enchaîné les plans, parce que dans planification, il y a plans. On les a vus défiler tous les 2 mois. Il y a eu le plan, c'est quoi, forêt en premier, je crois, après PFAS, eau, qu'est-ce qu'on a eu aussi, canicule, enfin bon bref. À chaque fois, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, il n'y a aucune cohérence globale, mais ils sont tous sur le même modèle. Il y a quelques mesures sans grand intérêt, peu ou pas de budget, mais un numéro vert. Bref. Non, plus sérieusement, il a terminé quand même, c'était la fin de l'année dernière, en présentant justement sa planification écologique, la fameuse écologie à la française. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en gros, c'est une écologie où on ne sens pas grand-chose. Nous, quand on parle de planification écologique, ça veut dire qu'on réfléchit et qu'on s'organise collectivement pour faire face aux défis climatiques, à l'effondrement de la biodiversité. Et c'est un plan global, ambitieux, que je trouve, moi, enthousiasmant, parce qu'en fait, c'est vraiment se poser des questions centrales, genre, mais qu'est-ce qu'on veut comme industrie, qu'est-ce qu'on veut comme énergie, comment on va protéger l'eau. Et bien sûr, un des aspects absolument essentiels de cette planification, c'est quel système alimentaire on veut, en l'occurrence comment on en change et comment on change notre système agricole qui va avec. Pour ça, on a tout un plan que vous pouvez retrouver dans l'espace programme sur notre site qui s'appelle, c'est un plan donc pour l'alimentation, qui s'appelle Bien nourrir tout le monde, qu'on avait ébauché lors des élections de 2022. Et là, le but, c'est bien ça, c'est de sortir de la logique productiviste, exportatrice, destructrice, donc du système agroalimentaire dominant qu'on vit aujourd'hui, qui est défendu bec et ongle par la FNSEA et par tout l'agrobusiness, et comment, au contraire, on va produire une alimentation saine, accessible pour tous, et qui reste dans le cadre des limites planétaires. Parce que vous savez que nous, on veut se fixer comme règle la règle verte, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre à la Terre plus qu'elle ne peut régénérer seule. Donc ça implique 2 changements capitaux et qui marchent de pair. Le premier, c'est la sortie de l'élevage intensif, et la deuxième, c'est la diminution de nos consommations de produits animaux. Et pour cela, évidemment, il faut penser la reconversion des éleveurs, ce que nous faisons aujourd'hui ensemble. Je rappelle quand même, sortir de l'élevage intensif, je pense que tout le monde a conscience de la nécessité. Je veux quand même insister sur l'urgence. Il y a beaucoup qui a été dit, alors je vais passer vite, mais moi je vous donne quand même un chiffre qui m'interpelle toujours beaucoup, c'est quand on rapporte le nombre d'animaux élevés à la biomasse terrestre d'une manière générale. Aujourd'hui, 2/3 des mammifères sur cette planète, ce sont des animaux d'élevage, du bétail. Près des 3/4 des oiseaux, c'est de la volaille d'élevage. Ça dit quand même l'ampleur de la situation et la pression en fait qu'on met forcément sur cette planète. On est dans une espèce de folie collective. Je disais que le fin 2022, en Chine, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont lancé, c'est même plus une ferme-usine à ce stade, c'est une espèce de bunker de 26 étages pour élever produire 1,2 million de porcs par an. Enfin, c'est des conditions absolument épouvantables. Enfin, c'est des bunkers complètement hygiénisés. N'importe quoi. Quand on voit les images, on a l'impression d'être face à une fiction dystopique et pourtant, c'est bien ce qui est en train de se passer. Alors, bien sûr, on n'en est pas là en France, heureusement, mais quand même, ça a été dit tout à l'heure, mais je le rappelle, aujourd'hui, 60% des animaux élevés sont élevés dans 3% des fermes en France. C'est le résultat d'une enquête de Greenpeace l'année dernière. C'est 8 sur 10 qui sont élevés dans des conditions intensives. Et ça vient pas de nulle part. C'est le résultat de ce qu'on appelait la révolution verte dans les années 50-60, qui visait à moderniser les campagnes, tel terme, moderniser, et surtout à augmenter la productivité à tout va. Et aujourd'hui, ça a marché. On a une production agricole qui est doublée par rapport à cette époque-là, mais surtout une production agricole qui est centrée, et c'est comme ça que ça a été pensé, autour de la production industrielle de viande. Je donne un chiffre pour l'illustrer. En 2000, on sait que 70% de la surface agricole utile en France était à destination de l'alimentation des animaux. Je crois que c'est encore plus important aujourd'hui. Ça en dit beaucoup. Ça a été évoqué tout à l'heure par Jean-Marc. On pourrait verser là-dedans
donne. Enfin, il y a une forme de gaspillage, si je peux m'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'ouvrage Bidoche de Fabrice Nicolino, qui explique très bien toute l'histoire et la puissance de l'industrie de la viande. C'est passionnant. Bref, on a développé les fermes-usines dans les années 70. C'est un milieu effectivement dans lequel les animaux sont considérés comme des machines et qui vivent du coup des souffrances inacceptables. Beaucoup a été dit là-dessus. J'en rappelle juste une qui fait écho à ce que disait tout à l'heure Jean-Marc pour la question des vaches laitières, maintenant qui ont une énorme production de lait. Par exemple, pour les poulets, on utilise maintenant dans le système industriel, on utilise ce qu'on appelle des souches génétiques à croissance rapide. Donc, ils grossissent le plus vite possible pour atteindre donc, en 4 fois plus vite que dans les années 50 leur poids auquel on veut les abattre. Et vous avez certainement vu ces images. Du coup, ça donne des oiseaux qui ne peuvent même pas porter leur propre poids tellement leur poitrine s'est développée rapidement, des problèmes respiratoires. Bref, c'est des animaux à qui on fait une vie de souffrance de A à Z, quoi. Mais en plus, c'est un système qui est complètement, qui a un impact considérable sur nos conditions de survie futures sur cette planète. Pareil, beaucoup a été dit, donc je brasse rapidement, mais c'est une atteinte massive à l'eau parce que ça en consomme beaucoup trop. Je rappelle que derrière 1 kilo de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau, c'est 100 baignoires à peu près. On pollue l'eau, donc je renvoie aux algues vertes, bien sûr, en Bretagne, à les ports. Là-bas, c'est autant d'excréments que 60 millions d'habitants. Donc évidemment que ça peut pas fonctionner. L'antibiorésistance qui se développe à tel point que les scientifiques craignent que la mort par infection bactérienne redevienne une cause principale donc de mortalité à l'horizon 2050, alors qu'on pense en être débarrassé. C'est aussi un rôle majeur dans le développement et la diffusion des zoonoses. Ça a été dit, du coup on a un risque de pandémie majeure qui nous plane au-dessus de la tête en permanence. Un rôle majeur dans l'émission de gaz à effet de serre par le méthane, qui est un gaz 28 fois plus chauffant que le CO2 et qui, vous savez, dû en partie aux ruminants et aux bovins. La Cour des comptes avait préconisé en 2023, la Cour des comptes, c'est pas des gauchistes écologistes le couteau entre les dents, hein. Ils avaient préconisé une réduction du cheptel bovin en France, justement pour qu'on remplisse nos obligations en termes de gaz à effet de serre. C'est aussi un facteur majeur de CO2, d'émissions de CO2 par les transports, parce que ces animaux, on a une politique complètement exportatrice, et donc les animaux, on les envoie aux 4 coins du monde, dans des camions, dans des bateaux, ça peut durer des jours et des jours, là aussi au prix de souffrance. Si ça vous intéresse, je vous renvoie au travail de la commission d'enquête parlementaire du Parlement européen qui avait eu lieu en 2020 sur la question spécifique du transport des animaux. Manuel Bompard y avait d'ailleurs participé, et il y avait un rapport qui a été voté à l'unanimité par le Parlement. C'est pas si fréquent, et qui faisait état justement du fait qu'évidemment on ne pouvait absolument pas respecter les besoins biologiques des animaux dans ces conditions. Aussi émissions de CO2 de par la déforestation massive, ça a été dit, j'y reviens pas, pour alimenter nos animaux ici en Europe et en France. 2,8 millions de tonnes de soja importé par an quand même pour nos animaux ici. Et qui dit déforestation dit destruction d'habitat, donc destruction de biodiversité, là-bas mais aussi chez nous, parce qu'ici, pour nourrir nos animaux, on développe des monocultures immenses, sans haies, sans arbres, qu'on arrose en plus de pesticides. Ça, c'est catastrophique pour les populations d'insectes qui sont en déclin faramineux. On parle de 70 à 80%, enfin, c'est un truc ahurissant. Et derrière, les populations d'oiseaux. Il y a une étude du CNRS l'année dernière qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'on s'est rendu compte qu'en 40 ans, on avait perdu 25% de nos populations d'oiseaux. Bref, c'est absolument colossal et il est urgent d'en sortir. C'est pour ça que dans notre plan, c'est un point majeur, celui de planifier la sortie de l'élevage industriel en accompagnant justement les agricultrices, les agriculteurs dans cette transition. Ça veut dire budgétiser dès qu'on est au pouvoir, donc normalement ça devrait être bientôt là, de budgétiser donc dans le projet de loi de finances une aide à la transition justement pour les éleveurs, notamment ceux qui sont en système industriel et qui voudraient changer de pratique. Tout ça, ça ne peut fonctionner que si on a une politique publique forte pour la végétalisation de l'alimentation. J'ai envie d'insister là-dessus parce que dans notre plan, c'est écrit noir sur blanc, on a un objectif de diminution de 50% de nos consommations de protéines animales. C'est raccord avec l'ensemble des recommandations scientifiques de par le monde. Et j'insiste là-dessus parce que j'aimerais bien
qu'on arrête de traiter ce sujet par-dessus la jambe, y compris, mais aussi dans nos rangs. Enfin, en tout cas, on ne considère pas ça comme si important que ça. Et pourtant, c'est un enjeu absolument capital. Moi, je me souviens quand ma collègue Francesca Paschini, qui était députée Europe Écologie Les Verts, du groupe des écologistes sur la précédente mandature, elle avait proposé une loi pour mieux manger et dont un des articles visait à augmenter l'offre végétarienne dans la restauration collective, ce qui est tout à fait ce qu'on propose nous aussi à la France Insoumise. Mais il faut voir. Franchement, je crois qu'en 2 ans, c'est le soir où j'ai entendu le plus de bêtises dans l'Assemblée nationale. Et pourtant, je vous assure que des fois, il faut s'accrocher. Mais là, j'aurais pu faire un bingo, quoi. Ils étaient tous, en plus, trop contents. Alors, de l'extrême droite à l'extrême centre, là, unanime, pour expliquer à quel point les écologistes étaient idiots. Ah là là, ils veulent nous empêcher de manger de la viande. Ils sont à la solde des Américains. Enfin, on a tout, n'importe quoi. Un vrai bingo. Mais ça dit beaucoup, en fait. Or, on ne peut pas sortir du système que je viens de décrire si, en parallèle, on n'a pas une politique forte pour baisser notre consommation de produits animaux et augmenter, du coup, la production et la consommation de produits végétaux. Déjà, c'est une question de souveraineté alimentaire. Je parlais tout à l'heure des préconisations de la Cour des comptes. Si on décide, nous, de diminuer nos cheptels, mais que, en contrepartie, on importe du bœuf brésilien en masse et du lait de Nouvelle-Zélande, vous comprenez bien que ça n'a strictement aucun intérêt, au contraire. Et même, donc, par rapport à le programme que porte la France Insoumise, qui est un programme de retour à une agriculture globale à taille humaine, et donc, dans le cadre de l'élevage, à un élevage paysan, ça, c'est pas possible non plus si on n'engage pas une vraie réduction de notre consommation en production de protéines animales. Parce que sinon, on n'a tout simplement pas la place de produire pour répondre à la demande. Enfin, en tout cas, ce qui est aujourd'hui consommé en France. Tu disais que c'était 84 kilos de viande par an par personne. Bon. Voilà, c'est complètement colossal. Donc, évidemment qu'on n'aurait pas la possibilité de le faire en respectant le programme qu'on s'est fixé en termes d'agriculture à taille humaine et respectueuse du vivant, des conditions écologiques autour. En plus, c'est vertueux. Tu parlais, je crois, tout à l'heure, Galia, du plan AFTER 2050 qui a été établi par Solagro en 2016. Eux, dans leur scénario qui inclut une baisse de 50% justement de la production de protéines animales, ils trouvent que c'est un système, du coup, qui produit 125 000 emplois supplémentaires par rapport au scénario qu'on vit actuellement. Donc il y a vraiment tout intérêt à aller dans cette direction. Et si on ne veut pas rester dans l'incantation, c'est-à-dire juste il faut sortir de l'élevage intensif, il faut prévoir et organiser la transition des éleveurs de manière sérieuse, la transition donc, des éleveurs en intensif, en industriel qui veulent changer de système. Et par ailleurs, c'est aussi un changement qui est nécessaire pour eux. Pareil, ça a été beaucoup dit. Les agriculteurs, on l'a bien entendu en début d'année dernière, leur colère dans les rues parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur métier aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, on défend des prix planchers. Je fais une petite parenthèse. Mais parmi les agriculteurs d'une manière générale, ce sont encore les éleveurs qui souffrent le plus. Je disais qu'on compte au moins un taux de 25% de pauvreté chez les éleveurs bovins. C'est absolument colossal. Il a été beaucoup question de dette. Je vais peut-être insister. Ça a été évoqué, mais sur la question des éleveurs qui sont en contrat d'intégration, qui en fait se retrouvent complètement coincés, pieds et poings liés avec l'agro-industrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils sont sous contrat avec une grosse société qui leur livre en fait des jeunes animaux à engraisser, donc en encadrant toutes leurs pratiques d'élevage, ils n'ont pas leur mot à dire, en leur filant les intrants qui vont avec, donc les antibiotiques par exemple, l'alimentation, et qui récupèrent à la fin donc leur production à un tarif qu'ils ne peuvent absolument pas négocier et qui bien souvent ne leur permet absolument pas de vivre. Souvent, c'est des gens en fait qui avaient un autre projet, mais que les banques ont refusé. Jean-Marc évoquait tout à l'heure le rôle des banques et de tout un système derrière qui va leur dire bah non, votre projet là non. Par contre, si vous partez sur ce projet intégré hors sol, etc. Là, on vous soutient. Bref, et c'est comme ça que certains éleveurs donc se retrouvent en enfer. Je renvoie à ce sujet vers un reportage qui a été publié dans l'émission Les Pieds sur Terre de France Culture, qui s'appelait Éleveurs enchaînés. C'est un reportage d'Inès Leroux, c'est l'incroyable journaliste qui a révélé le scandale des algues vertes. Pareil, petite parenthèse, si vous n'avez pas lu la BD ou vu le film, faites-le, c'est important. Bref, dans ce reportage, il y a des témoignages absolument édifiants. Une éleveuse de veaux qui explique à quel point elle a découvert qu'elle se retrouvait dans un métier qui n'avait rien à voir avec celui qu'elle voulait faire à l'origine. Encore une fois, ça rejoint le témoignage de Jean-Marc précédemment. Elle dit par exemple à un moment donné finalement elle découvre qu'elle se retrouve empoisonnée involontairement la population parce qu'ils sont obligés de piquer aux antibiotiques 2 fois par jour les veaux. C'était pas du tout ce qu'elle avait prévu, on l'avait pas prévenu. Et elle a cette phrase que j'ai notée, elle dit finalement, parce qu'elle dit qu'elle se sent comme un petit soldat en fait, qui a le droit de rien faire d'autre que ce qu'on lui a demandé. Et elle dit on comprend que les animaux sont comme les éleveurs,
des pions sur lesquels on mise plus ou moins d'argent. L'animal est comme une machine et c'est plus possible ni pour l'animal ni pour l'éleveur. Il y a un autre témoignage qui fait état du même genre de situation et où il dit justement, moi je voudrais sortir de ce système, sauf que j'ai 600 000 € de dette et que voilà, je ne vois pas comment en sortir. Il dit même qu'il a évoqué le suicide. Enfin, on a des situations complètement dramatique. C'est pour ça que dans notre programme, nous, on prévoit une caisse de défaisance, justement, pour reprendre les dettes des éleveurs, des agriculteurs d'une manière générale, d'ailleurs, qui veulent s'engager vers des pratiques agroécologiques. Ça demande un travail d'accompagnement sérieux avec les éleveurs, pour les éleveurs, changer, voir quel projet leur convient. C'est pour ça que c'est hyper important, le travail des associations qui étaient présentées à l'instant, de réfléchir, ben voilà, comment effectivement on réutilise leurs bâtiments, est-ce qu'on peut les réutiliser, quel type de projet serait adapté à leur exploitation et à leurs envies, à eux. Et c'est un travail sur lequel, nous, il va falloir qu'on puisse, en tant que politique, s'appuyer quand enfin on sera aux manettes pour pouvoir voilà, voir avec eux comment leur donner un travail qui a du sens, quoi. Et y compris dans le cadre des transmissions, et ça je trouve que c'est hyper intéressant, ça a été évoqué pour le cas de Transitera, donc qui travaille justement aussi dans le cas d'un éleveur donc qui cède son exploitation, qui s'en va, mais que ça soit du coup cédé vers un projet justement agroécologique, etc. Et ça je pense que c'est hyper intéressant parce qu'on ne cesse de répéter que, et c'est vrai, qu'à horizon 2030, la moitié des agriculteurs seront partis à la retraite. En réalité, ça peut aussi être une opportunité de vraiment changer de système s'il y a un accompagnement, une volonté politique justement d'aller vers d'autres projets. Et c'est là-dessus que je veux conclure, c'est que il faut vraiment, voilà, d'urgence qu'on arrive à récupérer le pouvoir ou qu'on nous le donne quand on le gagne pour pouvoir concrètement, justement, collectivement, changer de système alimentaire, sortir de cette logique productiviste complètement déchaînée, sortir du coup de la maltraitance animale et penser tout ça comme un projet collectif qui embarque tout le monde, j'insiste, avec justement les projets, l'accompagnement, l'aide à la reconversion, qu'on ne laisse absolument personne sur le bord de la route, que ce soit un projet collectif pour un avenir en commun. C'est ce qu'on défend. Rappelez-vous, notre objectif final, on l'a dit et redit, c'est d'obtenir une société de l'harmonie des êtres humains entre eux, mais aussi avec la nature. Et bien sûr, ça inclut premier chef les animaux. Je vous remercie.